Toutes les vidéos de Cosa sont faites par nos petites mains et mises à disposition gratuitement. On se casse le croupion pour vous faire On des... y passe beaucoup de temps et on y investit beaucoup d'énergie. Alors n'hésitez pas à les partager et à en parler autour de vous. Et aussi à soutenir financièrement les mauvaises herbes sur Hello Asso. Tous vos dons repartent directement dans la production, pour qu'on continue et qu'on améliore nos projets, mais aussi pour vous proposer toujours plus de contenu avec du meilleur matériel. Et puis vous imaginez même pas le budget bouffe que représente Odette. T'as dit quoi, gros piaf? Rien, envoyez l'épisode. Et Odette, t'as entendu ? On n'est plus des nuisibles maintenant, on est des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Non mais, c'est pour ça que tu me déranges là? Les piafs, vous avez entendu ? On n'est plus des nuisibles maintenant. On est des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Oh, mais vous allez me laisser manger, oui? Ou c'est moi qui vais être susceptible d'occasionner des dégâts sur vos deux tronches? Oh, mais c'est pas vrai! Je repasse plus tard peut-être. Non, c'est bon, laisse. Juste qu'il y a de moins en moins d'insectes à se mettre sous le bec, donc... Et René, sinon, mis à part nous donner une information que nous avions tous déjà, tu voulais nous poser une question spéciale ? Ah, bah justement, je me demandais, nuisible, susceptible d'occasionner des dégâts, ça veut dire quoi en fait ? Bon sujet, ça. De toute façon, faut que je m'occupe l'esprit pour oublier la fin, donc... Siméon ? C'est pas un mulot là-bas, là ? Où ça ? Bon allez, générique. Les animaux sont soumis à différents régimes juridiques. Les animaux domestiques sont soumis au code rural, au code civil et au code pénal. Les animaux sauvages, eux, au code de l'environnement. Cette classification se fait sur l'usage. Prenons l'exemple d'un rat sauvage, ou Ratus ratus pour les intimes. Si Ratus ratus est né en élevage, et comme beaucoup de rats est destiné au laboratoire, il s'agit alors d'un animal domestique. On le considère comme un bien meuble, doué de sensibilité qui appartient à un propriétaire identifié et qui a sur l'animal des droits et certains devoirs. C'est le code rural qui va alors s'appliquer. Maintenant, s'il est sauvé par quelqu'un qui l'aime, qui lui donne un nom et le bichonne, il s'agit d'un animal de compagnie. Les droits et les devoirs du propriétaire vont alors changer. La maltraitance est beaucoup plus sanctionnée par exemple, et ce sera le code civil qui va s'appliquer. Imaginons que Ratus ratus s'enfuit, qu'il se marronne et en retrouve la liberté. Alors, il sort du régime des biens des animaux domestiques et devient un animal sauvage, encadré donc par le code de l'environnement. Il ne s'agit plus des mêmes considérations. Certaines espèces sauvages vont être protégées. On reviendra dessus très vite dans la prochaine vidéo. Alors abonne-toi, ok ? Mais pour d'autres espèces, il sera question de réguler leur population. Mais l'animal reste malgré tout considéré comme un bien meuble. Bien meuble. Comment ça, un meuble ? Alors non, je t'arrête tout de suite. Meuble ici, ce n'est pas dans le sens d'une commode, c'est dans le sens qui peut être déplacé, en opposition à un immeuble qui, pareil, n'est pas forcément un bâtiment, mais quelque chose qui ne bouge pas. Ah, autant pour moi. On a donc d'un côté les animaux appropriés. Juridiquement, on les considère comme des individus, en fait, si tu veux, comme des êtres sensibles. Ainsi, l'exercice de mauvais traitements sur eux est punissable. De l'autre côté, on a le reste des animaux à l'état sauvage. Eux ne sont pas considérés comme des êtres sensibles individuellement. Ça va être en tant qu'espèce que le droit va les encadrer. C'est-à-dire qu'on aura des populations à préserver, à protéger, à réguler. Et si tuer l'un de ces animaux est punissable, c'est parce qu'on atteint à l'espèce, pas parce qu'on atteint à l'individu. L'animal en tant qu'objet de droit en France n'existe donc pas. Ce qui existe, c'est des relations avec lui, qui vont déterminer des régimes juridiques d'animaux et des conduites humaines encadrées par rapport à eux. Aujourd'hui, on ne s'attardera pas sur les animaux domestiques. Le Vortex a déjà fait une vidéo très intéressante là-dessus. Et nous, notre truc, c'est l'écologie, le sauvage, la nature avec un grand N, le calme des forêts, le bruit de la rivière et le vent des montagnes, le brame du cerf et le tic-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 tic du coucou. C'est le bruit des vagues sur la plage, le chant lointain du cormoran, En vrai, on a compris, je pense. C'est bon. Oui, pardon. Reprenons. Certains animaux à l'état sauvage seront protégés par le droit, alors que d'autres Seront considérés comme des menaces pour certaines activités humaines. Anciennement qualifiés de nuisibles, vous n'aurez pas loupé que ce nom a été modifié. De nombreuses espèces sont donc listées comme des espèces dites susceptibles d'occasionner des dégâts, comme par exemple notre cher ami Siméon. Ouais, bah c'est ça quand on stigmatise une espèce entière en se basant sur des préjugés sur le comportement d'une minorité non représentative. C'est pas parce qu'il y a quelques pies qui sont des voleuses qu'on l'est toutes, hein. Stop aux amalgames. Et sur la base de quoi on peut se retrouver sur cette liste ?
Pour qu'une espèce soit listée comme susceptible d'occasionner des dégâts, il faut au moins l'une des 4 raisons listées à l'article R427-6. Un intérêt de la santé et de la sécurité publique. Ça peut être par exemple pour éviter la transmission de maladies ou pour éviter que des sangliers se promènent en ville. Pour assurer la protection de la faune et de la flore. Parfois, on va parler d'espèces invasives, comme le frelon asiatique, qui va venir bouleverser certains écosystèmes et mettre en danger des espèces locales. Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles. Là, c'est le cas des animaux qui viendraient abîmer des récoltes par exemple. Et enfin, pour prévenir les dommages importants à d'autres formes de propriété. Ah oui, d'accord, c'est super vague. Globalement, c'est pour les dégâts sur les propriétés des gens. Mais les oiseaux ne peuvent pas être concernés par cette catégorie. Ok, mais du coup, ça implique quoi concrètement pour nous cette liste ? Eh bien, que les autorités vont pouvoir procéder à votre destruction dans un cadre prévu aux articles L427 et suivants, qui prévoit la régulation de ces espèces via un acte distinct de la chasse. Il y a 2 grandes catégories de destruction encadrées par la loi. La destruction par les particuliers et la destruction administrative. Les particuliers ont le droit de repousser ou de détruire les animaux de ces espèces. C'est vachement inspiré du droit de légitime défense. Il faut que le dommage soit imminent. Les destructions administratives, ça va prendre plutôt la forme de battues, le plus souvent. Elles peuvent être ordonnées par un préfet ou un maire. Et qui décide de mettre sur cette liste telle espèce ou telle autre ? Concrètement, les listes sont établies au niveau national par le ministère de l'Environnement et au niveau départemental par la préfecture. Cette liste, elle détermine quel gibier va être considéré comme susceptible d'occasionner du dégât. Ah, donc ça ne concerne que le gibier. Et dans le cas d'un animal sauvage qui ne serait pas du gibier, comment font-ils ? Ah, c'est marrant que tu poses la question, tu vois. C'est même en fait hilarant parce que justement, c'est un énorme bordel. Le gibier n'a aucune définition dans la loi directement. La seule chose qu'on a, c'est des décisions du Conseil d'État et de la Cour de cassation, c'est-à-dire les plus hautes instances judiciaires, qui ont défini le gibier comme les animaux sans maître appartenant à une espèce non domestique, même protégée, vivant à l'état sauvage. Attends une seconde. Ça voudrait dire... Oui, tous les animaux sauvages. On considère tous les animaux sauvages comme du gibier, par défaut. Mais ça vaut mieux que rien, parce que le régime du gibier est protecteur à sa manière. Le gibier n'a pas le droit d'être chassé, sauf s'il est sur la liste des espèces chassables ou sur celle des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Bon, après, il y a des paradoxes avec cette liste. On a des animaux qui ne sont pas dessus, mais qui vont être considérés tout comme des nuisibles. Par exemple, le rat n'est pas sur cette liste, et pour autant, il y a une obligation sanitaire qui repose sur les mairies de dératiser en cas d'infestation, et même parfois une obligation pour les particuliers de le faire. Et puis bon, accessoirement, on trouve de la mort au rat dans tous les supermarchés. Le rat est donc tacitement considéré comme un nuisible, et ça paraît mais tellement évident qu'on n'a même pas trouvé ça pertinent de le mettre sur la liste, parce que c'est des rats, et donc par nature exterminables, et on prend même pas le temps de lui donner l'étiquette, parce qu'on s'en fout. Rien à foutre. Revenons à nos espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Le concept en lui-même est super questionnable. Ces animaux ne sont pas mauvais en soi, et leur perception comme néfaste, elle n'est pas non plus innée, elle ne vient pas de nulle part. En fait, cette notion déjà, elle est vachement anthropocentrée. La qualification va tourner autour de services et de valeurs qui ne concernent que les bipèdes sapiens. Il s'agirait peut-être de prendre un peu de recul et d'arrêter de tout voir en forme de pyramide et d'échelle. Le vivant, c'est un peu plus complexe que ça. C'est des toiles et des interconnexions qu'on comprend qu'à peine finalement. Mais il n'y a pas que ça. Aucune espèce n'est nuisible en elle-même, et elle n'est pas non plus nuisible partout, tout le temps. Ce rapport avec elle va dépendre d'un contexte historique, écologique, géographique et social, qui change et qui évolue. Surtout, c'est pas compatible avec une vision écosystémique. L'écosystème est dans une dynamique et un fonctionnement ultra complexe. Les notions d'utile, de nuisible, la perception de ce qu'est un dommage ou d'un intérêt qu'on pourrait attribuer à une espèce, ça découle forcément d'une cascade d'interactions en amont, au sein desquelles il n'y a pas qu'une seule espèce qui intervient. Pour le dire un peu moins poliment pour ceux du fond qui n'ont pas suivi, quand on regarde d'où viennent ces fameuses espèces qui font des dommages, donc qui détériorent ce qui appartient aux humains, on se rend compte que ça dépend pas d'elles au final. D'autant plus que souvent c'est l'activité humaine qui les ont amenées là où elles sont. Et pour lutter contre un problème particulier, on ne peut pas blâmer qu'une espèce. Prenons l'exemple des moustiques. Combien d'entre vous rêvent de les voir disparaître en se disant qu'ils ne manqueront à personne ? Et pourtant, ce seraient des populations entières de poissons, d'insectes et d'oiseaux jugés utiles qui disparaîtraient. Réfléchir à une prétendue utilité ou nocivité d'une seule espèce, c'est ridicule. Il faut voir vachement plus loin. De la même façon, une espèce peut être considérée comme un problème dans un cas, mais également se révéler être très utile dans un autre. Par exemple, notre bon pote René. Quoi, moi ? Les renards sont depuis très longtemps parmi les têtes d'affiche des espèces qui posent problème, et de ce fait sont listés comme susceptibles d'occasionner des dégâts. Oui, c'est scandaleux.
alors qu'on sait maintenant que ce sont des alliés contre la transmission de la maladie de Lyme. Hein? Ah bon? Ah bah, j'aurais pas cru. Mais je vous en prie, développez. La maladie de Lyme, rappelons-le, est transmise à l'homme par des tiques. Or, pour être plus précise, il faut comprendre que les tiques ici ne sont que des vecteurs. À l'origine, il s'agit d'une bactérie, présente surtout parmi les populations de rongeurs. Les tiques, lorsqu'elles sont à l'état larvaire, vont s'accrocher de préférence aux proies faciles d'accès, comme les rongeurs justement. Et c'est là que la tique se trouve alors infectée par cette bactérie, qu'elle transmet alors aux humains et à d'autres animaux. Ce qu'a montré une étude parue le 19 juillet 2017, faite par Tim R. Hofmeister, Patrick A. Janssen, Hendrikus J. Vijnen, Elena C. Une étude faite par des scientifiques, c'est que dans les zones où il y a une plus forte pression des prédateurs de rongeurs, comme les renards ou les fouines, eh bien, la proportion de tiques infectées par la bactérie va diminuer. Pourquoi ? Parce que du simple fait de la présence des prédateurs, les rongeurs vont beaucoup moins sortir de leur cachette et vont beaucoup moins se promener. Donc les tiques à défaut vont s'accrocher sur d'autres animaux qui ne seront pas vecteurs de ces bactéries. Ah, ok, donc si j'ai bien compris, si les renards disparaissent, l'humanité court à sa perte. Ouais, non, en fait, non, alors t'as pas tout compris. Donc là, c'est le moment où tu me dis que les renards sont rusés, c'est ça ? Ah, mais ça serait pas un campagnol que je vois là-bas? Où ça ? Odette! Oh, crotte de pique, elle est partie! Mince, qu'est-ce que je fais maintenant? Tiens, René, qu'est-ce que je dois dire là déjà? Attends, ça va me revenir. Je crois qu'il y a un truc avec ce savonnet et de la mousse bleue. Mais tu sais à rien. Filez des thunes et abonnez-vous. Et parlez-en à votre grand-mère. Non, filez des thunes et parlez-en à votre grand-mère. Filez les thunes de votre grand-mère et parlez-en à votre... Non.